Bonjour à tous, Franck Muller de Lyon, nouvellement débloqué par Facebook, mais bientôt nous aurons de nouvelles représailles. Je voulais vous parler de lundi soir, Édouard Philippe. Édouard Philippe s'est rendu au journal télévisé de TF1 car il souhaite faire voter une loi anti-casseurs assortie d'un fichage. Il s'inspire de différentes dispositions anti-hooligans pour l'accès au stade de foot. Je rappellerai qu'il y a une ancienne loi anti-casseurs qui avait été abrogée il y a quelques années. Mais faire, défaire, refaire, c'est courant, c'est le lot quotidien. Pour les politiques français, ça occupe. Surtout quand on voit que les vrais problèmes de société, pauvreté, insécurité, restent présents pendant des dizaines d'années. C'est comme ça. Donc d'après Édouard Philippe, les potentiels auteurs de troubles pourraient se voir interdit l'accès au lieu de manifestation. Ouais, expliquez-moi ça. Il pourrait même être assigné à résidence. Ah, d'accord. Enfin, moi, j'oppose deux éléments. D'abord, l'objectif potentiel signifie... L'adjectif potentiel signifie éventuel, possible, virtuel. Donc, on vous bloquera, puisque potentiellement, vous pourriez répondre assez virilement à des agressions policières. Ça n'a pas de sens. Si on souhaite appliquer cette mesure, comment contrôler l'identité de chaque manifestant? Déjà, physiquement, en prenant sa carte d'identité. Deuxièmement, en allant consulter le fichier national. Tout ça dans la rue, aux abords des Champs-Élysées, qui est alimenté par des tas de voies de circulation, ruelles, etc. Donc, expliquez-moi comment on fait. Bon. Parce que nous ne sommes pas dans un stade où on peut filtrer les entrées. Revenons au journal télévisé. Édouard Philippe s'en est tenu à un discours uniquement sécuritaire qui malheureusement ne règle pas les questions de fond. On cherche à nous faire croire que des réponses sortiront du fameux grand débat national promis dans les semaines prochaines. C'est du pipeau. On ne peut pas les croire. Toujours cette même mauvaise communication, mais on en a l'habitude avec eux. Ça excite encore plus les gilets jaunes et ça envenime le débat national. On a vraiment une sensation de ne pas être entendu. Je voudrais vous apporter un élément qui m'a énormément surpris. J'ai l'impression qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. On va mobiliser 80 000 membres des forces de l'ordre pour samedi prochain. Et parallèlement, on nous a dit que samedi dernier, samedi 5 janvier, nous avions eu 50 000 gilets jaunes qui ont manifesté dans toute la France. Ce qui veut dire qu'on prévoit de mettre 1,6 policiers par manifestant. Ça me paraît un petit peu excessif. Ou alors, ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a jamais eu 50 000 manifestants dans toute la France, mais peut-être 100 000 ou 150 000, et qu'il faut vraiment mettre 80 000 policiers pour contrecarrer ce mouvement de foule. Donc, en fin de compte, la vérité commence à sortir. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le gouvernement ne respecte pas le droit et cherche plutôt à faire taire toute la contestation possible. Ce gouvernement pilote à vue, il est vraiment aux abois. Il ne répond pas aux attentes du peuple, malheureusement. Il est vraisemblable d'ailleurs que le mouvement des Gilets jaunes continue, perdure dans le temps. De toute façon, il faut bien se rendre compte que la feuille de route d'Emmanuel Macron, c'est l'appauvrissement de tous les services publics au détriment des citoyens qui, eux, continuent de payer des taxes et impôts de plus en plus élevés. On paye de plus en plus, mais sans le service. C'est désespérant. Le gouvernement, donc, montre ses muscles et répond avec une violence de plus en plus forte sur des citoyens de base. D'ailleurs, dommage que ce même gouvernement ne soit pas aussi ferme et rigoureux avec les vrais délinquants, ceux qui brûlent les voitures et qui pourrissent la jeunesse de nos banlieues. Et oui, et cette injustice dans le traitement attise le feu de la révolte contre l'élite, de poids, de mesure. De toute façon, ce gouvernement, c'est une fuite en avant. Il ne peut pas régler les problèmes. En effet,
il faut suivre la sacro-sainte règle de Bruxelles avec les 3% de déficit. Deuxièmement, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Toutes les ressources de l'État sont prises soit par les dépenses, soit par le remboursement de la dette. Donc, cette fameuse dette qui nous pourrit la vie. Donc, je tiens à faire remarquer d'ailleurs que les pays qui ne suivent pas les directives de Bruxelles s'en sortent nettement mieux. Par exemple, comme l'Islande. Bon. De toute façon, en France, on continue d'appliquer une politique qui nous enterre depuis au moins 20 ans, si ce n'est plus. D'ailleurs, c'était les 20 ans de l'euro. Ah tiens, ils n'en ont même pas parlé. Effectivement, vu les résultats. Effectivement, le 1er janvier 1999, l'euro devenait la monnaie de 11 des 15 pays qui composaient à l'époque l'Union européenne. Nous avions déjà de graves soucis d'emploi et ça n'a fait qu'empirer. Comment dire, le 1er janvier 2002, pour 300 millions d'Européens, la monnaie est arrivée dans nos porte-monnaies. Mais il faut se rappeler que l'euro devait quand même être, d'après ce qu'on nous disait, la première monnaie mondiale, capable de faire jeu égal avec le dollar et d'assurer la prospérité dans toute la zone euro. Mais oui, rien que ça. 20 ans après, le dollar est toujours numéro 1 et on s'en sert pour les échanges commerciaux et internationaux et ça nous pose des problèmes et nous sommes obligés de suivre le diktat des États-Unis et de nous retirer de certains marchés comme l'Iran. Voilà où on en est. Donc moins de croissance à cause de l'euro. Qui dit moins de croissance, donc moins d'emplois et donc moins de pouvoir d'achat. Et donc, on en revient à la crise des gilets jaunes. Ces mêmes gilets jaunes qui sont victimes d'un manque d'équité dans le traitement des infractions à la loi. Nous constatons qu'il vaut mieux brûler des voitures en banlieue que de se faire arrêter avec un gilet jaune et une paire de lunettes dans son sac. Voilà. Quand je dis des lunettes de piscine, vous m'avez compris, hein. C'en est lamentable. Donc, toujours cette grande injustice quant au traitement très partial. Que vous soyez puissant ou misérable. Écoutez bien, Alexandre Benalla, François Bayrou, Richard Ferrand, Muriel Pénicaud. Malgré des infractions évidentes, ces élites sont libres. Par contre, il y a eu 5600 gardes à vue et 1000 condamnations pour les gilets jaunes. Nous ne pouvons que constater l'impunité de la classe politique. Financement de campagne, utilisation de fonds détournés, de fonds publics qu'on détourne. Le peuple veut être respecté et considéré. Cela fait des années qu'on ne l'a pas écouté. Rappelez-vous le référendum de 2005. Cela vient donc se greffer avec toutes les doléances de pouvoir d'achat et de souveraineté qui sont proposées par les mêmes gilets jaunes. Pour ma part, je reste persuadé que la seule sortie de crise sera la dissolution de l'Assemblée nationale, qui sera proposée par Macron contre l'avis de sa majorité, puisque nous ne voudrons pas perdre leur place. Mais c'est ainsi. Je pense qu'il y aura bientôt des élections législatives et un nouveau gouvernement qui sera plutôt donc d'opposition à Macron. Et au bout d'un moment, évidemment, il y aura des accords sur les politiques à mettre en œuvre. Et Macron tâchera de sortir par le haut en disant « Bon, je respecte le vote démocratique des citoyens français, ça ne va pas, et je ne peux pas assurer ma charge, et je m'en vais. » Peut-être pour accéder à des fonctions plus importantes au niveau européen. Mais ça, nous en reparlerons bientôt. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Bonsoir.